BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim qui nous présentera sa moisson d'études récoltées à travers le monde, et puis notre bibliothécaire Alexandra Paget aujourd'hui. Et tout de suite, évidemment, on démarre cette deuxième partie avec nos critiques. Aujourd'hui, Aude Martin à ma gauche, éditorialiste, journaliste, allez, journaliste à Alternative économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Aude, Le travail pressé de Corinne Godart et Serge Volkoff aux éditions Les Petits Matins. Oui, alors c'est un livre qui nous parle du temps. Donc Corinne Godart et Serge Volkoff, ils sont tous les deux sociologues et ergonomes. Et plus précisément, ils nous parlent des conséquences du modèle de la hâte, qui s'appelle le modèle de la hâte, qui se diffuse à vitesse grand V dans les entreprises et qui pousse à aller toujours plus vite. C'est quoi le modèle de la hâte ? Alors, en fait, ils expliquent ce qu'est le modèle de la hâte, justement. En fait, se développe, il y a plusieurs raisons qui expliquent que ce modèle se développe. C'est par exemple, on a de plus en plus des prescriptions industrielles qui sont appliquées au secteur des services. Donc, par exemple, dans les services à la personne, ça donne des règles du type il ne faut pas passer plus de 3 minutes pour réaliser la toilette d'une personne âgée, etc. Donc, les cadences s'accélèrent. Le modèle de la hâte, c'est également avoir une production qui est de plus en plus déclenchée en réponse aux commandes des clients. Donc ça veut dire plus de réactivité, de flexibilité, etc. Et donc ils essayent de montrer toutes les conséquences de ce modèle, même celles qui sont les moins visibles, mais souvent les plus pernicieuses aussi. Et donc ils expliquent finalement quand on essaye d'accélérer la production, c'est pas tant le temps productif qui en pâtit, c'est aussi tous les temps finalement qui sont autour de la production, la formation, la construction des collectifs de travail, les temps qui permettent d'anticiper, de créer, etc. Et donc, ils montrent toutes les conséquences négatives de ce modèle-là. Ils montrent que ça crée une double individualisation. Alors, ils expliquent. Le problème, c'est que, du coup, les salariés se retrouvent seuls face à des problématiques qui nécessiteraient des réponses collectives. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent que tout le monde n'est pas affecté de la même manière. Et ils font un focus, par exemple, dans le dernier chapitre sur les personnes âgées. Ils étudient... En fait, chaque chapitre se lit indépendamment. Donc, il y a un chapitre sur la gestion des risques, un chapitre sur la conséquence de l'accélération dans les rapports au public, et un chapitre sur justement cette transition entre fin de carrière et retraite. Et donc ils expliquent que les entreprises ne prennent plus le temps d'adapter les postes de travail aux caractéristiques des salariés les plus âgés. Et donc finalement là il y a un véritable enjeu. L'ont-elles jamais pris ? Non, elles l'ont peut-être jamais pris, mais là, disons qu'en fait, quand on essaye aujourd'hui, on parle beaucoup de repousser l'âge de départ en retraite. Finalement, ils insistent, à l'heure où on parle justement de cette réforme, etc., pour dire que la priorité, c'est peut-être justement déjà de faire en sorte que tous les salariés arrivent en retraite sans perdre leur emploi quelques années avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui, quelques années avant la retraite, sont déjà en longue maladie, au chômage, etc., parce que les postes de travail ne sont pas adaptés. Et donc voilà, tous les chapitres sont très bien écrits parce que il y a une articulation entre des considérations théoriques et il y a beaucoup d'études de cas qui viennent nourrir l'analyse. Donc dans plein de secteurs, que ce soit l'administration publique, la sidérurgie, et même un peu plus original, l'industrie du crabe au Canada. Donc il y a plein d'exemples qui viennent finalement alimenter la réflexion des auteurs. Ça se lit très facilement. Jean-Marc Daniel, ce travail pressé. Oui, ça se lit très facilement, mais trop facilement peut-être. Je trouve que c'est assez superficiel. Ça commençait assez bien. Ils disent, écoutez, voilà, dans ce qui s'est passé dans l'incendie de Notre-Dame, il y a tout un tas d'éléments qui permettent de penser qu'à un moment donné, on a obligé les gens à négliger un certain nombre de prudences, certains aspects de leur métier, ce qui fait qu'on est arrivé à la catastrophe, y compris d'ailleurs chez les pompiers. C'est-à-dire les pompiers, il y a des choses, il y a des dysfonctionnements qui étaient liés au fait qu'on avait confondu vitesse et précipitation. Pourquoi pas ? Deuxième idée qui apparaît assez vite, c'est le fait que, effectivement, dans le processus industriel standard, il y avait un produit à fabriquer et donc on avait à peu près des règles du jeu claires. Maintenant, le consommateur étant de plus en plus exigeant, on demande en permanence de modifier le type de produit qu'on a à fabriquer. Et donc, à chaque fois, il faut que le salarié, le travailleur, se remette en cause parce qu'il a à chaque fois un nouveau produit à fabriquer. La personnalisation épuise. Épuise le salarié qui est en face. Bon, jusque-là, c'était pas mal. Et puis après, effectivement, alors c'est... Je le disais pour un autre livre d'universitaire, je pense qu'il y en a beaucoup qui maintenant ramassent des articles qu'ils ont publiés dans des revues pour des raisons X ou Y, parce qu'il faut effectivement dans le monde universitaire publier dans des revues, et
Et après, ils mettent tout ça ensemble. Et La compile. c'est une compilation, mais une compilation qui manque de cohérence. On arrive. Alors, il y a une anecdote absolument extraordinaire dans un des chapitres où il y a des gens qui ramassent les poubelles, qui voient arriver un individu qui est plutôt bien habillé, qui a un sac poubelle et qui leur donne le sac poubelle et ils le jettent dans leur. Je comprends pas très bien quel est l'intérêt de l'anecdote. Je vois pas très bien ce qu'ils ont voulu démontrer. Oui, Et donc, il y a quelques éléments comme ça qui sont totalement à côté de leur raisonnement général. Et donc, je pense que c'est un livre qui aurait mérité d'être retravaillé parce qu'il y avait une idée de départ que je trouvais assez bien, c'est-à-dire on néglige un certain nombre de précautions et un certain nombre d'éléments clés dans le processus de productivité, le processus de production, parce que comme il n'y a pas de gain de productivité, on les recrée artificiellement avec une pression. Mais leur démonstration n'est pas véritablement pertinente. Et puis alors, il y a dernière remarque à mon Attendez, si ça s'appelle pour une écologie des temps du travail, ça veut dire qu'il y a des propositions aussi, non, Il y j'imagine? a des propositions, mais elles auraient mérité d'être plus détaillées, je pense. Ouais. Elles restent assez théoriques pour le coup, les propositions. En fait, c'est de dire une écologie des temps du travail, c'est des politiques qui permettent de penser le temps plus long, d'articuler tous les temps, justement, dont je parlais tout à l'heure. Mais l'intérêt est plutôt sur la description que les propositions. Moi j'ai une proposition simple, hein, c'est passer de 35 aux 39 heures. À ce moment-là, effectivement, on aura plus de temps pour faire son travail. Oui, si on vous donne 4 heures de plus pour faire le même travail. Oui, exactement. Et alors, les toutes dernières remarques, à un moment donné, ils disent autrefois, quand on a commencé nos études, il y avait des gens qui nous disaient, bon, évidemment, c'est dur, mais c'est tout de même pas la vie comme dans Zola. Et maintenant, plus personne ne nous parle de Zola. Je pense que c'est pas parce que les conditions de travail se sont dégradées, c'est parce que plus personne ne lit Zola. Ouais, plus personne ne lit Zola. Bon, alors, Jean-Marc, votre choix, c'est le livre d'Amartya Sen, Voilà. qui est sa biographie, en fait. Hein, ça s'appelle Citoyen du monde. C'est publié chez Odile Jacob. Voilà, alors c'est plus que sa biographie, ce sont ses mémoires, et effectivement, c'est pour moi un livre passionnant. Alors, deux remarques sur la forme. D'abord, c'est très bien traduit, moi qui suis en général assez sévère sur les traductions, y compris dans le style. On retrouve son anglais un peu naïf, il y a une forme d'anglais un peu, je dirais presque adolescent dans les articles de Sen, et on retrouve ça dans la traduction. Et le deuxième élément, c'est quand même, il y a beaucoup d'évocations de l'histoire de l'Inde et tout ça, si on n'est pas totalement au courant de ce qui s'est passé en Inde entre 1933, qui est la date de sa naissance, et les années 60-70, qu'il y a des moments où on est un peu perdu. Le livre est structuré il raconte sa vie, et puis il y a des chapitres qui sont insérés où il donne son opinion sur Karl Marx, sur Keynes, sur l'apport des Britanniques à la colonisation, enfin l'apport de la colonisation britannique à l'histoire de l'Inde. Est-ce que ça a été positif ou pas? Mais c'est pas votre tasse de thé habituellement. Eh bien, j'étais assez surpris parce qu'il est il est assez critique sur Marx. Il dit c'est un grand esprit, mais finalement ça ne débouchait pas sur grand chose de concret. Et surtout, il y a un portrait. Donc, il est à un moment donné, il est étudiant à Cambridge et il a comme professeur quand même Maurice Dome et Joan Robinson. C'est pas n'importe qui. Il y est en plein moment de la querelle des deux Cambridge, donc il participe avec Srafat. C'est quoi la querelle des Alors, la querelle de Cambridge, c'est un affrontement entre Cambridge, donc au Royaume-Uni, et les économistes de Cambridge à côté de Boston. Ah oui, ils se disputent sur le fait de savoir est-ce qu'on peut évaluer le capital, est-ce qu'on peut considérer que le capital peut être évalué au niveau national, ou est-ce que le capital doit être simplement évalué au niveau des entreprises, entreprise par entreprise. Donc il participe à tout ça. Et il n'est pas... Enfin, il dit que Joan Robinson était quelqu'un de charmant, de très agréable, mais elle s'est trompée sur tout. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Amartya Sen, vous le classez comment, du coup, à la fin de ce livre s'il fallait faire un mapping des économistes? Écoutez, je me suis plus ou moins réconcilié avec lui parce que je le trouvais un peu lénifiant et tout ça. Je trouve que c'est... Vous savez, Marshall disait que pour être un bon économiste, il faut être un mathématicien qui aime l'histoire et qui est membre du Parti libéral. Et bien finalement, je pense qu'il est mathématicien, il explique qu'il a fait des études de mathématiques de haut niveau, qu'il aime l'histoire, il raconte l'histoire de son pays. Donc il est né dans ce qui est désormais le Bangladesh et qui à l'époque faisait partie de l'Inde britannique. Et puis, il est assez libéral humaniste. C'est un homme de centre-gauche, un homme qui a été marqué quand même par la colonisation britannique, qui dit bien « J'aime l'Angleterre pour ses idées, j'aime pas l'Angleterre pour sa politique ». Et donc, c'est assez intéressant. Bon, un livre que je recommande. Alors, Aude Martin, qu'est-ce que vous avez pensé de ces mémoires
Alors, je trouve que d'Amartya Sen. Amartya Sen est un économiste plutôt intéressant. Alors, prix Là- Nobel d'économie, il faut le rappeler. Hein. Le lauréat De la Banque de Suède. de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, etc. En tout cas, le prix le plus prestigieux en économie au monde, et c'est ça qui compte. Et peut-être le livre est un peu trop bavard. Il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de passages sur des rencontres en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis, sur des amis de la famille. Alors c'est important par ailleurs, Ouais. parce que c'est ces personnes-là finalement qui l'ont éveillé à différentes problématiques qu'il a traitées ensuite en tant qu'économiste. Par exemple, à 10 ans, il a été témoin de la grande famine au Bengale qui a tué des millions de personnes. Ça l'a aussi poussé finalement à s'intéresser aux déterminants de la famine plus tard. Mais voilà, ça aurait peut-être mérité d'être plus concis par moment et de laisser une place plus importante à l'économie, parce qu'effectivement, il a un rapport plutôt intéressant à cette discipline. Il la pense en lien avec d'autres sciences sociales, contrairement à d'autres qui se focalisent exclusivement sur l'économie. Il accorde aussi une importance à la capacité à raisonner plutôt que sur les connaissances acquises. Voilà, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi quelque chose qui est au-delà de l'économie. Le livre est finalement une fresque historique, puisqu'il est né en 1933, donc sa vie parcourt tout le XXe siècle. Donc il revient sur des événements vraiment fondateurs, donc sur la colonisation britannique en Inde, sur la partition des Indes, sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale qu'il constate, lui, quand il se rend en Europe, et puis plus tard sur la découverte de la face sombre du régime communiste en Union soviétique. Et il montre que finalement, lui, il a beaucoup participé à des débats qui ont suivi sur la place de la liberté individuelle dans les politiques de gauche. Donc il montre finalement comment tous ces événements historiques ont forgé ensuite, lui, sa vision de l'économie, de l'Europe, etc. Il y a des considérations plus contemporaines aussi qui sont intéressantes sur l'Europe. Il est très inquiet sur l'Europe. Il nous dit voilà, qu'il trouve un peu... lui qui a étudié les violences intercommunautaires en Inde, il montre que voilà, il observe la multiplication de mécanismes de haine, là, mais vraiment dans les années 2020, très récemment. Donc c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur. Voilà, mais en résumé, peut-être un peu trop bavard par moment, ça aurait mérité d'être plus concis et plus économique peut-être. Juste une précision, il s'intéresse vraiment au début de sa vie, c'est-à-dire la période oui, on va grosso modo jusqu'aux années 60, puis après c'est très rapide, mais c'est la vraie période qu'il passe sous revue, c'est 1933-1970. Merci à tous les deux, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire Alexandra Paget. On va refaire un peu d'histoire de la fiscalité. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Notre bibliothécaire du jour. Quand arrêtez-vous notre formidable machine à voyager dans le temps ? 1789. Ouais. Parce que c'est à la Révolution française, figurez-vous, que se fixent les bases de la fiscalité patrimoniale moderne, plein d'autres en fait. Pour résoudre la crise des finances du royaume, on ne tape plus cette fois sur le tiers-État, c'est la Révolution française, mais plutôt sur les tenants d'un patrimoine, donc, et on crée des ressources fiscales pérennes. Donc les ancêtres de l'impôt et de la taxe foncière, celle qu'on est en train de payer en ce moment. Et ça reflète une certaine conception de l'égalité entre contribuables, puisque c'est le choix, et c'est important, d'une fiscalité réelle et indicée. Alors, c'est le point de départ du livre que vous avez choisi, Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours, de Bastien Lignereux. Alors, un mot sur l'auteur, rapide. Il vient du Conseil d'État, Bastien Lignereux, où il est maître des requêtes. Il a dirigé le bureau en charge de la fiscalité du patrimoine à Bercy. Il est aujourd'hui en charge des questions fiscales auprès de la représentation permanente de la France à l'Union. Et donc, toute la philosophie de notre imposition sur le patrimoine viendrait des compagnons de Turgot et d'Alembert. C'est ça, les physiocrates chers à Jean-Marc Daniel que vous voyez chaque semaine ici. Ils expriment d'abord un rejet des impôts indirects sur la consommation qui dominait sous l'Ancien Régime. Et une adhésion en fait au fait de taxer les propriétaires terriens, je vous l'ai dit tout à l'heure. La terre, source ultime de richesse, seule à laisser un produit net, donc une capacité contributive. Et cette idée inspire les deux grands impôts hérités de la Révolution. La contribution foncière, c'est 62% des recettes fiscales en 1791. Et les droits de succession. Et l'idée de base, c'est de taxer beaucoup plus les revenus du capital et d'épargner au maximum ceux issus du travail.
Alors, comme c'est un livre qui retrace l'histoire de 1789 à nos jours, quelles sont les grandes évolutions qu'on peut noter? Alors, c'est un parcours de 2 siècles et demi et on voit une tendance de long terme, d'abord, à l'élévation progressive des taux et à la multiplication des régimes dérogatoires. Et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et un reflux des philosophies en fait en termes d'imposition du patrimoine en fonction des différents partis au pouvoir. Bon, ça, c'est assez classique. Il n'en reste pas moins que le tout est basé sur un diptyque détonnant, un niveau d'imposition facialement élevé, en particulier sur les hauts patrimoines, jusqu'à 45%. Contrebalancé par des possibilités d'optimisation de plus en plus sophistiquées et importantes. C'est donc une progressivité de l'impôt en trompe-l'œil, comme dit l'auteur. De réforme en contre-réforme, le taux effectif d'imposition des transmissions, par exemple, en ligne directe, avoisine les 2 ou 3% depuis 2017 et la création de l'IFI, donc vous suivez, qui vient recentrer l'ISF sur les actifs immobiliers. On assiste même à un retour de la physiocratie, dont on parlait tout à l'heure. L'IFI semble inspiré par les idées physiocratiques du XVIIe. En effet, à la différence de la contribution financière de 1790, c'est un impôt... contribution foncière. Pardon. Pas financière, je suis, vous voyez. Vous suivez, c'est extraordinaire. La contribution foncière de 1790, c'est un impôt personnel et non réel, car les caractéristiques de l'ISF sont maintenues dans l'IFI. C'est tout le génie français. L'impôt est toujours progressif, calculé au niveau de l'ensemble du patrimoine immobilier et non bien par bien. Et le plafonnement est à 75% est maintenu. Et voilà pour ce tour d'horizon de la fiscalité sur notre patrimoine depuis 1789. Merci Alexandra Paget. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Et on retrouve bien évidemment notre globetrotter Benaouda Abdelhaim. Bonjour Benaouda. Bonjour. Allez, on commence par une étude publiée en Chine, l'impact des obligations internationales sur la viabilité de la dette des pays en développement. C'est une réflexion chinoise, il faut le souligner. Le professeur Tang Xiaoyang, qui dirige le département des relations internationales de Tsinghua, qui est l'université prestigieuse de Pékin, université d'élite, apporte ici une contre-argumentation globale, très étayée, à l'idée d'un piège chinois de l'endettement dans lequel serait tombé le monde en développement à cause de son pays. Alors, il s'agit d'un travail dense, près de 70 pages, et à dessein, il a été rédigé en anglais, pour que ça soit bien entendu lu ailleurs qu'en Chine. Et il vise à démontrer que ce sont les eurobonds ou euro-obligations qui portent en fait la responsabilité du surendettement des pays en développement. Rappelons d'abord que les euro-obligations, les eurobonds, ne concernent pas spécifiquement des titres de dette en euros, mais des obligations internationales émises dans une autre devise, quelle qu'elle soit, que celle du pays où elle est émise. D'ailleurs, les eurobonds sont essentiellement libellés en dollars. Leur vocation, ces eurobonds, ces euro-obligations, est de nature commerciale, nous dit l'auteur, sans le caractère préférentiel, concessionnel des crédits accordés par exemple par la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement. Le coupon est ainsi bien plus élevé. L'universitaire décortique un ensemble d'aspects. Le taux d'intérêt qui est plus haut, le caractère procyclique qui accentue un endettement de moindre qualité, le décalage avec la nécessité de temps long de certains grands projets d'infrastructure de ces pays en développement, la complexité du traitement technique, administratif par les petites économies, etc. Ce qui pousse à emprunter plus à des conditions encore plus difficiles pour rembourser ce que l'on devait au départ à ces souscripteurs d'eurobonds. Or, en la matière, ces souscripteurs d'euro-obligations, les principaux ne sont pas chinois, ça va de soi, mais d'abord américains, britanniques, français, allemands, suisses et italiens. Des établissements financiers, banques d'investissement, compagnies d'assurance, fonds de pension. Et la société d'investissement américaine BlackRock étant la plus friande de ces titres, à en croire l'auteur, les pics de leur remboursement dans les années à venir et la volatilité que l'on constate d'ores et déjà des marchés de capitaux causés par le resserrement monétaire initié à Washington vont peser bien plus lourd pour les pays en développement que les crédits publics et parapublics que l'on voit dénoncer dans les médias occidentaux. Un espoir qui disparaît, Benaouda, le gaz naturel liquéfié canadien
n'est pas la réponse aux besoins à court terme de l'Union européenne. Oui, parce qu'on a pu voir cet été le chancelier allemand Olaf Scholz se rendre au Canada, tenter solennellement de nouer un nouveau partenariat énergétique avec cette économie du G7 qui est encore très tournée vers la production d'hydrocarbures. Ouais. Or, ce document publié par l'Institut international du développement durable, qui est basé à Winnipeg, dans le Manitoba, est une manière de dire à l'Union européenne d'aller chercher ailleurs. Mais pas seulement en opposant aux Allemands et aux Européens en général des arguments devenus traditionnels qui relèvent de la nécessité écologique. Ouais. Lars Toft Christensen et Nicole Dusick expliquent que le Canada ne dispose d'aucune infrastructure d'exportation du GNL, du gaz naturel liquéfié, prête à servir. Au mieux, faudra-t-il 3 ans, encore attendre 3 ans. Ah ouais. Et c'est vraiment un minimum. L'étude le montre assez clairement, projet par projet de terminal. Les Canadiens ne sont pas en mesure d'augmenter leur offre avant 2025. Or, d'après les auteurs, les problèmes si aigus en besoins énergétiques des Européens auront à ce moment-là déjà été résolus et en grande partie. Donc les Canadiens, ce qu'ils redoutent, c'est de se retrouver avec de nouvelles infrastructures pour le GNL sur les bras, mais à ce moment-là, sans se déboucher vers le premier bloc commercial mondial qu'est l'Union européenne. Eh oui. Dans un diagramme très très parlant, la projection est qu'en 2030, l'Union européenne aura diminué sa consommation de gaz de 32 à 37%. C'est une fourchette. Ce qui, au fond, accrédite tout le discours européen qu'on n'est actuellement que dans une période de transition énergétique et écologique. Eh bien, écoutez, je ne sais pas s'il a fallu une longue période ou pas, mais en attendant, la mécanique américaine, eh bien, c'est une industrie qui serait en train de renaître. Oui, la renaissance de la mécanique américaine, la mécanique au sens industriel premier du terme. Il s'agit ici d'une marque d'admiration, en quelque sorte, que publie l'ISPI à Milan. Ouais. C'est l'Institut italien d'études de politique internationale. Andrea Norris et Francesca Sanguinetti partent du constat que la construction de nouvelles usines aux États-Unis a augmenté de 116% au cours de l'année dernière. Le mouvement de relocalisation industrielle n'y relève plus forcément du slogan politique, et ils le démontrent là, les deux auteurs, et cela ne concerne pas seulement la très haute technologie des semi-conducteurs. Sous-secteur par sous-secteur, ils observent tout. Ouais. Dans la mécanique et la métallurgie, l'évolution paraît vraiment notable. Ainsi, dans l'électroménager, les composants électriques, il y a eu une croissance du nombre d'emplois à la suite de relocalisation ou d'investissements directs étrangers vers les États-Unis. La tendance à travers les tableaux présentés ici s'avère encore plus lourde dans les équipements de transport. Des centaines de milliers de nouveaux emplois ont été annoncés depuis 2010 par 1285 entreprises à travers les États-Unis, avec une accélération ces derniers temps. Suit ce qui relève du domaine des machines. Pratiquement 900 entreprises ont relocalisé ou investi de l'extérieur. Et les données récoltées, peut-on lire, pourraient même être légèrement sous-estimées, car certains sous-secteurs... On n'y tient plus, Benahouda. Expliquez-nous pourquoi. Par rapport à la politique économique. Politique économique. Donc ça marche. Est-ce que c'est la politique économique de Donald Trump, par exemple, et de l'administration Biden? Il y a une continuité. D'accord. Okay. Qui est dans l'America Great Again. Alors, ça tombe aux États-Unis dans une autre classification, nous expliquent ces deux auteurs. Ouais. C'est sous-secteur industriel, d'où une sous-estimation, parce qu'en Europe et aux États-Unis, on n'est pas dans la même veine. Quoi qu'il en soit, production de chauffe-eau, de congélateurs, de moteurs, de générateurs, de fraiseuses. Des activités qu'on ne pensait plus du tout jamais revoir sur le sol américain. Plus du tout, parce qu'on se concentre beaucoup sur les téléphones portables, mais autre chose dans la vie. Et en cumulé, on constate avec ce tour d'horizon américain que ça devient de plus en plus significatif, y compris pour des PME. Les deux auteurs présentent ensuite de façon plus succincte ce qui est en train aussi de s'opérer au sein de l'Union européenne, mais il y a aussi ce mouvement, nous disent-ils, au sein de l'UE. À suivre, dites donc, passionnant. Merci beaucoup, Benahouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Aude Martin, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors c'est un livre à mi-chemin entre le roman photo et la bande dessinée. Ça a été écrit par Vincent Jarousseau, donc, qui est journaliste et photographe. Ça s'appelle Les femmes du lien. Ouais. Donc les femmes du lien, elles sont soit dans le livre aides-soignantes, éducatrices spécialisées, actives auprès de parents dépassés par l'éducation de leurs enfants, auprès de personnes âgées, etc. Et donc Vincent Jarousseau, il suit le parcours de 8 de ces femmes, soit dans l'Avesnois, donc dans le nord, soit en Seine-Saint-Denis, en région parisienne.
Et donc il y a 8 portraits et il documente le quotidien de ces femmes à chaque fois pour rendre leur travail plus visible. Donc c'est un livre assez touchant, révoltant aussi parce qu'il montre les conditions de travail, les cadences infernales, les bas salaires, etc. Sur la forme, c'est très bien fait. Il y a une alternance de très beaux portraits pleine page, de planches de bande dessinée, de romans photos, etc. C'est magnifique. Parfait. Jean-Marc Daniel. Alors moi, je salue plutôt qu'un livre, une œuvre. C'est celle de Paul Venn qui nous a quittés cette semaine. Donc Paul Venn, c'est le grand historien de l'Antiquité. Vous m'accusez souvent de vivre dans les années 70. Mais en fait, vous précisez jamais que c'est les années 70 avant Jésus-Christ. Et donc, pour ceux qui veulent connaître cette époque... alors, recommandez-nous un livre, moi. Alors, l'Empire gréco-romain, qui est son livre de référence, qui est là, alors là aussi une collection d'articles, mais assumée pour décrire l'évolution de ce monde antique entre... La période hellénistique pour l'histoire grecque et puis la période romaine, surtout la fin de la République et le début de l'Empire. Et c'était un très grand penseur. Formidable. Alors, sans transition, évidemment, mon choix est un peu différent. Ça s'appelle La grande aventure du Bitcoin et de la blockchain. C'est Olivier Bossard, qui est professeur à HEC, qui a écrit les textes. Et vous vous rappelez qu'on avait adoré ce qu'il avait écrit en 2019, ça s'appelait La finance selon Largo Winch et c'était incroyablement bien fait. Eh bien, on retrouve un petit peu ce talent dans ce sujet sur le Bitcoin et la blockchain. Et Dieu sait si on en a besoin parce que c'est très technique. Beaucoup apportent aussi à ce livre les dessins de Maude Rivière. C'est aux éditions Octopus et franchement, c'est clair, ça répond à toutes les questions qu'on se pose sur le sujet. À quoi ça sert le Bitcoin et la blockchain? Comment ça fonctionne? Comment se fait une transaction? Comment se fait le minage? Qu'est-ce qu'on a comme application possible? Les crypto-monnaies, évidemment, mais pas que. Bref, c'est un véritable tour de force d'avoir réussi à être aussi pédagogique et agréable à lire sur un sujet aussi complexe. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture.